Donc, rapidement, la présentation d'Aminat. Donc, pour mission, l'objectif principal est d'accueillir, d'accompagner, d'installer et de référer les personnes immigrantes, comme je l'ai dit. De par son expertise dans le domaine de l'immigration, Aminat est une référence pour les intervenants et les institutions du milieu. Aussi, on tient à contribuer à la sensibilisation de la population et des employeurs de la MRC des Moulins au phénomène de l'immigration et son apport au développement social et économique au Québec. Et puis enfin, Aminat, nous espérons contribuer à la promotion de la diversité culturelle et du vivre ensemble. Donc, nos services, rapidement, c'est l'accompagnement individuel avec un plan d'intervention et d'intégration, les rencontres collectives, ateliers, formations, les référencements, la médiation, les conversations en français, les jumelages interculturels, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, les divers projets et événements interculturels. Donc, notre vision, c'est vraiment contribuer à une société où chaque immigrant a une chance égale de vivre dans un environnement favorisant son autonomie et son intégration. Je vous rassure bien que cette photo, c'est avant la pandémie, donc c'est juste avant, en février, donc passé. Donc, c'est un peu à l'image de ce qu'on veut pour Aminat, québécois, natifs, immigrants d'origine, vivent, participent ensemble et projettent ensemble un avenir meilleur. Donc, page suivante. Encore un autre clic pour avoir, voilà, parfait. Donc, rapidement, je pense que c'est toujours important d'avoir un petit portrait sur l'immigration dans la région de La Naudière. Donc, c'est selon, c'est les sources du ministère de l'Immigration. C'est l'immigration entre 2008 et 2019. Donc, on va voir, par exemple, dans toute la Naudière, on va voir 51% qui sont des immigrants économiques, c'est-à-dire des résidents permanents venus sélectionnés selon leurs compétences. On a 33%, c'est des regroupements familiales, donc le conjoint qui va ramener sa famille ou bien vice-versa, les conjoints, les enfants, etc. 13%, c'est des réfugiés. 3%, c'est autres, donc demandeurs d'asile, touristes, travailleurs temporaires. Oups. Donc, voilà. Donc, les pourcentages un peu les plus représentatifs, on va voir que 6%, c'est l'Asie, des personnes d'Asie. 35% et demi, ça va être l'Afrique. Quand je dis Afrique, Afrique du Nord, centrale, on voit beaucoup de personnes qui arrivent dernièrement aussi, beaucoup du Congo, du Cameroun, d'Algérie, Maroc. 16% viennent d'Europe, France, Italie, la Roumanie, enfin toute la partie Europe, et 42, le gros pourcentage des Amériques, dire bon, l'Amérique latine, les États-Unis, les Caraïbes. Donc, les principaux pays, bien que c'est des tendances, mais Haïti maintient le cap avec 24%, l'Algérie 11%, la France, le Maroc, le Cameroun, la Colombie avec 4%, le Mexique, les États-Unis, Moldavie, Tunisie. Donc, vous voyez comme ça change. Et ça, c'est juste les plus grands pourcentages, mais juste chez Aminat, on a à peu près 45 nationalités. Donc, ça représente, ça vous donne une idée sur le visage, le profil qui change dans la MRC Les Moulins. Et on va, dans cette catégorie, voir que 54%, c'est quand même des familles jeunes. C'est ce que le Québec, le Canada en général, va sélectionner, entre 25 et 44%. 51% de femmes et 49% d'hommes. 74% connaissent le français, 7% l'anglais seulement, mais il y a un beau 17% ni français ni anglais. Donc, c'est ça, ça va être un peu les défis dans la non-maîtrise du français dans nos interventions. On va voir quand même, c'est une grande catégorie. La MRC, donc, a le gros chapeau pour le nombre de personnes immigrantes qui viennent dans toute la région. Donc, c'est 50% qui s'installent dans la MRC Les Moulins. 33%, c'est l'Assomption. C'est donc le sud de la Naudière et c'est un peu là où les personnes s'installent, probablement à cause des ponts, d'être proche de Montréal et puis
la vie à l'intérieur. Donc, 8,5% à Joliette et ensuite, ça en vient 3,5% à la MRC Montcalm, Matawimni et 2,3% à la MRC d'Autrey. Probablement que dans les prochaines statistiques qui vont sortir en normalement, 2021, ça va, mais en général, c'est à peu près le profil qu'on a qui ne change pas trop. Mais on voit aussi de plus en plus, on est rendu à la MRC de moins à peu près probablement 12 à 13% de la population immigrante pour toute la MRC. Donc, nos besoins, les besoins augmentent, les demandes augmentent et l'accompagnement aussi. Page suivante. Maintenant, on vient au portrait de la situation des femmes immigrantes qui fréquentent Aminat, parce qu'on ne suppose pas, on ne prétend pas savoir tout ce qui se passe dans la MRC. Donc, c'est juste les personnes qui viennent chez nous. Et on va parler aussi de la violence sexuelle et très, très focalisée. On va focaliser sur le couple parce que c'est à peu près ça, c'est là que ça se passe. On n'a pas entendu d'agression, des femmes agressées à l'extérieur du couple. Donc, on a pris comme 5 années, les dernières 5 années, on reçoit quand même 1050 nouveaux arrivants, les adultes. Donc, vous voyez, les interventions, ça ne s'arrête pas. Donc, 8000 interventions. Donc, 51% de femmes. Et on a aussi un 45% qui sont des femmes entre 18 et 54. Donc, quand même, la majorité des femmes se situent dans cette tranche d'âge. 31%, c'est des femmes parrainées ou en processus de parrainage, c'est-à-dire parrainées par leur conjoint. Que ce soit le conjoint est là depuis quelques années et puis il ramène sa femme et ses enfants, ou bien c'est des nouvelles femmes mariées. Bon, on va voir plus tard comment se passent les choses. Au niveau de la violence, on a quand même dans les 31%, ça se situe beaucoup chez les femmes parrainées. On a souvent renié cette vérité, mais on va voir que ça touche vraiment beaucoup les femmes parrainées. On va voir pourquoi dans les facteurs suivants. Donc, 10% subissent la violence psychologique. En plus, il faut qu'elles reconnaissent que c'est psychologique. 6%, c'est la violence physique. 10%, la violence sexuelle. Plus la violence psychologique et la violence. Elle n'est pas souvent toute seule, hein, la violence sexuelle. C'est toujours arrive avec un symptôme parmi les autres. Et puis 5%, pas d'information. J'espère que c'est parce qu'il n'y a rien de spécial. Mais quand même, en termes de chiffres, ça va être peu. Quand je parle d'un 6% ou de 10% par rapport aux femmes parrainées, pas par rapport aux 51%. Page suivante. Donc, les facteurs qui contribuent à la violence sexuelle dans le contexte migratoire. C'est sûr qu'arriver dans un nouveau pays, c'est pas facile. Tout est à refaire, tout est à réapprendre. Donc, imaginons quand on arrive dans une nouvelle culture, nouvelle société, nouveaux repères, ce qui peut... Donc, plusieurs facteurs peuvent conduire certaines femmes en situation de vulnérabilité, je le répète toujours, ce n'est pas toutes les femmes, à vivre la violence sexuelle et plus particulièrement dans un contexte conjugal. Un de ces facteurs vraiment recueillis dans la vraie vie, donc il y en a qui ont un sentiment de reconnaissance parce que le conjoint l'a parrainé. On va voir ça, on va toujours être redevable. Donc, elle est prête à subir tout ce qu'il faut, malheureusement. Avoir l'impression que c'est un devoir conjugal, exemple religieux de l'ordre privé. Beaucoup de sociétés conservatrices ou on va dire où la religion prend part, elles reconnaissent même pas que c'est une violence, certains actes de violence, c'est tout simplement, oui, c'est mon devoir d'épouse vers son époux. Donc, déjà, difficile de reconnaître que si elle ne veut pas, ça va être, si elle ne veut pas, elle a le droit de dire non. Mais dans sa tête, c'est son mari. Et puis, elle est là pour justement cela. Être amoureuse, vous allez me dire, oui, c'est beau d'être amoureux, mais ça va vraiment aller jusqu'à supporter tout parce qu'elle est amoureuse, parce qu'elle n'arrive pas à penser que ça peut être...
même si elle n'aime pas ça, mais comme on dit, l'amour est aveugle, mais vraiment aveugle jusqu'au bout de son corps physique. Faire trop confiance à son conjoint aussi, c'est pas dans le sens beauté de les choses, parce qu'il faut de la confiance dans un conjoint, mais il y a des conjoints, enfin, elle est prête à croire à tout ce qu'il dit. Surtout si elle ne maîtrise pas le français, elle est isolée. Donc, c'est lui qui va lui rapporter le monde de l'extérieur. Tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin d'aller étudier, tu n'as pas besoin de... Donc, elle est vraiment, elle croit, mais vraiment dans le sens parce que c'est lui qui connaît sa société. Je veux vous dire aussi que le conjoint peut être un conjoint de sa culture, mais peut être aussi un Québécois. Donc, parce qu'on a pas mal de Québécois qui ont parrainé des personnes, comme je disais, recueillies sur les plages. Alors, il y a aussi, suite à un mariage de réseau, aussi beaucoup de sociétés comme dans mon pays, en Algérie, Tunisie, Maroc, l'Afrique, il se passe encore des mariages de raison. C'est une famille va demander la main d'une fille, puis j'ai mon fils qui est au Canada, il cherche une fille de bonne famille, puis de même culture. Bon, ils peuvent se présenter, mais par Internet ou se voir juste rapidement, mais le poteau rose va se découvrir une fois que la personne est là. Donc, c'est ce qu'on appelle les mariages. Elle est consentante, la fille. Pour elle aussi, peut-être, elle disait, je vais aller au Canada, je vais vivre la belle vie, tout ça, mais c'est pas souvent ce qui se passe. Donc, ça peut être aussi une raison, ne pas connaître l'autre sexuellement, ni le désir, ni... Donc, être économiquement dépendante, je pense que c'est quelque chose, un facteur que partagent beaucoup de femmes dans le donc, elle n'a pas le choix. Elle va subir ce qu'il y a à subir et faire un choix stratégique de vivre cette violence plutôt qu'une autre. Ça paraît cocasse comme facteur, mais parmi celles qu'on rencontre, il y en a qui disent oui, je sais qu'il me demande des choses que je n'aime pas, que je ne veux pas, mais écoute, je vais lui donner ce qu'il a à voir et puis moi, je vais pouvoir faire autre chose ou bien parce que j'ai quelque chose en échange. Donc, c'est... Bon, tant pis pour celles qui arrivent à vivre ça. J'espère qu'il y a des changements, mais on a vu aussi ce facteur de... Donc, l'accepter pour protéger les enfants, ça c'est clair. Ne pas savoir qu'être forcée à avoir un rapport si elle ne veut pas est un abus. Elle a le droit de dire non. La notion de non, on l'a apprise ici, dans ce pays, avec tous les derniers événements qu'il y a eu. Juste de découvrir que tu peux dire non, je ne veux pas ou je suis fatiguée. Je parle ça dans le contexte conjugal, hein, je ne parle pas dans une agression à l'extérieur, qu'on a le droit de le dire. Posséder un statut précaire, vous savez très bien que quand on n'a pas un statut d'émigration clair, on va pas pouvoir avoir certains droits comme être touriste ou être donc et puis les personnes ne vont pas dénoncer parce que le statut elles sont pas protégées donc n'ont pas envie de faire des vagues à propos de cela. Donc page suivante, s'il vous plaît. Avoir des antécédents de violences sexuelles en contexte de guerre, conflit armé ou dans d'autres croyances. Vous savez que quand on a subi, c'est très relatif après. Quand on est violé, j'ai rencontré une femme dans mon ancienne pratique qui a été violée par 50 hommes, 50 terroristes. Alors, et puis elle me parlait comme ça, comme si c'était quelque chose d'ordinaire. Donc j'imagine que être bousculé par son conjoint ou quelqu'un d'autre, ça paraît rien par rapport à cela. Dans un cas de croyance culturelle, le cas d'inceste, des personnes qui ont subi l'inceste et la honte, donc c'est toujours des personnes qui vont continuer à se taire. L'impossibilité pour elles de demander l'aide à cause de l'isolement et de la non-maîtrise du français, la langue devient vraiment un facteur déterminant dans le processus. L'absence d'un réseau de soutien, famille, amis, oui, quand la femme, elle est dans son milieu, dans son pays, il y a sa famille, son père, sa mère, ses frères, donc, mais là, se retrouver brutalement dans un appartement à quatre murs qui n'a pas encore construit un réseau, elle peut aussi garder toute cette chose à l'intérieur. Découvrir que le comportement et les habitudes que le conjoint avait dans son pays d'origine ont changé une fois qu'elle l'a rejoint ici. Là, je parle de conjoint qui était marié dans l'autre pays, puis elle arrive et c'est un autre homme qu'elle découvre.
Probablement que l'autre a réussi à pu vivre lui aussi célibataire pendant quelques temps et puis là, il se retrouve avec une femme, ils ne se reconnaissent plus. Donc ça aussi, on l'a vu, ce genre de cas. Découvrir que l'intention du conjoint, c'est de la posséder comme objet pour sa satisfaction sexuelle et celle de ses amis. Vous savez, on a des histoires d'horreur parfois dans nos interventions. La personne se retrouve, voilà, tu fais ce que je veux, c'est comme ça. Et puis, ils vont même jusqu'à dire, ça se passe comme ça au Québec. Alors, je suis désolée, non. Dans toute la planète du monde, on peut donc c'est spécial comme donc victime de pornographie et prostitution. C'était pas ce qui est prévu, c'est une conjointe, elle l'a parrainée comme conjointe. Le manque d'éducation sexuelle du conjoint. On n'en parle jamais, on parle souvent des femmes, on parle pas des agressés, mais on parle jamais de facteurs qui conduisent les hommes. Et par quel bout? Est-ce que c'est impossible d'atteindre ces gens? Mais c'est pas que j'explique les choses, mais il y a des, je ne sais pas pour le monde qui est là en train de m'écouter, il y a des pays où l'homme ne connaît pas ce que c'est que le corps d'une femme pendant 40 ans jusqu'au mariage. Y compris dans mon pays, où, parce qu'il y a l'interdit, il y a la religion, euh, il y a le fait de ne pas avoir d'espace où c'est tabou. Donc, des jeunes, d'ailleurs, parfois, ils me font de la peine, la jeune génération. C'est tout le temps en cachette. Donc, un jour, vous tombez, on vous ramène une femme qui vient du pays, vous tombez sur un corps de femme. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est terrible. Mais c'est aussi... parce que parfois, on regarde certains de ses conjoints, ils ne sont pas potentiellement mauvais, ou ils sont durs, ou ils sont psychopathes. Non, mais ils ne savent pas s'y faire avec le corps de la femme, donc ils vont user, abuser. On a entendu des femmes dire, j'ai été pratiquement, elles n'osent pas le dire, violée la nuit de noces. Donc, c'est juste pour prendre conscience que ça existe. Heureusement que la génération qui arrive a changé, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, la peur, la honte, euh, d'un sujet considéré comme tabou, le poids de la famille d'origine. Si vous savez le poids qu'a la peur sur la personne, parce que dans tout ce concept de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, je pense que la peur, c'est la chose qui est difficile à définir, mais elle a son pouvoir, son poids sur les personnes. Donc, et puis la famille d'origine a un poids encore terrible. C'est peut-être un peu comme ce que dit Alice, le pouvoir de la famille, le pouvoir de l'entourage. Et puis même à 6000 kilomètres, la mère, la belle-mère, la famille a un pouvoir. Tu sais, ton mari, t'as pas honte, il faut rester. Comment penses-tu parler de sexe? Parce qu'on peut même la traiter. Donc, voilà, c'est un peu en gros les facteurs qu'on a. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, les obstacles que rencontrent les femmes migrantes, surtout entre autres, hein, toute autre forme de violence, la méconnaissance de leurs droits, les procédures et les étapes d'une plainte. Euh, Elles perçoivent tous le système judiciaire, dans leur tête, le système judiciaire égale impunité, parce que dans le pays, moi-même, j'ai eu l'expérience d'avoir dénoncé un cousin qui frappait sa femme et la police m'a dit, genre, tant qu'elle n'est pas morte, on ne peut pas intervenir. Donc, vous imaginez un peu. Et puis, il y a aussi beaucoup de femmes dans des pays où il y a des conflits armés, tout ça, qui ont été violées par les services eux-mêmes de police ou de militaires. Donc, pour elles, c'est sûr qu'ils ne vont pas être punis. Donc, elle a cette perception que peut-être le système ne va pas la... et puis, il y a aussi toute la honte qui vient avec. Donc, elle a peur. Le droit, elle n'a pas la connaissance qu'elle a des droits. Excusez-moi, quand la petite fenêtre arrive, je vois pas. Le droit à la protection et soutien des services de police, elle ne sait pas que... Bon, je parle avant, quand elles arrivent, les personnes. Peut-être probablement après nos ateliers, nos accompagnements, les choses vont se définir. Mais les premiers temps, voilà. Donc, c'est un manque de confiance dans les services de police. C'est toujours le pays d'origine qui revient. Des services d'aide aux victimes d'agressions et d'actes criminels. Les gens peuvent connaître police, DPJ, mais alors là, je connais personne qu'à chaque fois que je pose la question, le CAVAC, l'IVAC, le CALAC, ça dit
Il faut vraiment que ce soit un accompagnement, qu'on leur parle de ces ressources pour qu'elles savent. Les services psychojuridiques, lorsque la personne décide de porter plainte aussi. Donc, elle ne sait pas aussi, elle a une méconnaissance de ces services. Et puis parfois, même quand elle les connaît, allez-y avoir un psychologue pour parler, si ça prend une année ou deux dans un service public. Privé, c'est pas évident. Les services juridiques, la même chose. Les personnes ont souvent juste envie d'avoir des conseils. Euh, donc aussi la méconnaissance du droit à un interprète si elle ne maîtrise pas le français. Donc ça, c'est tiré un peu de la T-série, guide de l'apprenante. Ça nous définit un peu, en grosso modo, quels sont les défis par rapport au système judiciaire.